C'est bon, vous voyez la diapo initiale? Oui. Oui. Parfait. Alors, bienvenue et bienvenue à cette présentation sur les changements relatifs au budget, les budgets du Québec et du fédéral en 2025, qui sont les budgets pour l'exercice financier de 2025-2026 des gouvernements. Et on va couvrir le sujet des crédits d'impôt de R&D et de CDAE qui sont remplacés par le CRIC au Québec et par le CDAE-IA. Alors, quand on va commencer une section, chaque présentateur va se présenter. On ne présente pas tout le monde au début, mais juste au fur et à mesure. Dans mon cas, je vais avoir quelques diapos au début, mais surtout à la fin. Donc, je suis le président d'Emergex que j'ai fondé en 1994. J'ai un bac en informatique et ça peut expliquer pourquoi la majorité de nos clients sont dans le secteur de l'informatique aussi, avec 40 ans d'expérience dans l'industrie des TI. Et puis, membre de l'Association de la planification fiscale et financière. Ça, c'est l'organisation, je dirais, de référence pour les crédits d'impôt et tout ce qui touche la fiscalité. Et je suis certifié PMP de l'autorité, le Project Management Institute. Et je ne suis pas tout seul parce qu'Éric aussi a cette certification-là. Alors, je vous invite à vous connecter avec moi sur LinkedIn. Puis vous verrez à ce moment-là les quelques publications ou les invitations futures qui viendront avec. Alors, une diapo sur Emergex pour justifier pourquoi on peut se permettre de se présenter comme des experts et parler de ces sujets-là. On est une firme spécialisée en réclamation de crédits d'impôt de RSCDE et affaires électroniques, IA. Le programme d'aide à la recherche industrielle, qui est le petit frère ou la petite sœur de la RSCDE, et des autres subventions. Notre équipe, à travers le Canada, a cumulé une expérience de milliers de projets pour à peu près 1 millier de clients à travers notre histoire depuis plus de 30 ans. Notre équipe est constituée de gens qui ont des diplômes avancés. Et ça donne que ça permet de mieux identifier les projets de R&D, d'identifier ce qui est déjà dans l'industrie, qui est de la pratique courante ou qui n'en est pas, et de mieux documenter les projets de façon plus forte. Taux de succès historique, c'est pour chaque 100 $ qu'on va chercher. Il y a 98 qui sont acceptés des crédits. C'est ce que reçoivent nos clients après audit, dans le cas où il y a un audit. Et on est payé à pourcentage, bien qu'on fait aussi des interventions à l'heure. Par exemple, quelqu'un qui fait sa réclamation à l'interne et qui se trouve à être audité, c'est peut-être mieux d'être accompagné dans ce moment critique que représente un audit par Revenu Canada. Je passe le relais à Éric. Je reviendrai à la fin sur le sujet de notre offre de services spécialisés sur le CRIC et puis le CDAE-IA et les subventions. Alors, Éric, à toi la parole. Es-tu sur mute? Hey, c'est un très bon départ, ça. Wow, j'ai même pas oublié. En tout cas, okay. Alors, bonjour, mon nom c'est Éric Martin, directeur de services professionnels chez Emergex depuis 2008. Alors, je pense que tout le monde ici, Benoît, moi, Pierre, on est pas mal de dinosaures dans ce domaine-là. On travaille dans la RC depuis très, très longtemps. J'ai un bac en administration d'affaires. Puis j'ai 30 ans d'expérience dans l'industrie du TI. J'ai commencé à programmer dans les années 80 sur COBOL. Puis, je viens de la Suisse, alors je suis au Québec depuis 2006. Ce que je trouve très drôle, Patricia, je travaillais pour une entreprise en Suisse qui s'appelait Open Mind Systems dans les années 90-2000. Alors déjà, un lien qui se crée, c'est parfait, ça c'est bon. J'ai un PMP aussi, puis chapeau chez Emergex, c'est ça, on est organisé comme, au point de vue RSE2 par exemple, comme l'Agence du revenu du Canada. Alors, on a une équipe qui couvre les aspects financiers, fiscalité. Benoît travaille dans mon équipe, par exemple, et puis on a une équipe que c'est mon collègue Comy qui la chapeaute, que c'est les conseillers en technologie qui vont faire les rapports technologiques. Alors, changement dans le budget Québec 2025-2026. C'est sûr que là, nous, on est au courant depuis 1 an de tous ces changements-là. Ça nous a été présenté la première fois pour de vrai. Ben, on l'a vu, le budget. Après ça, nous, on participe toujours au symposium de RSE2 de l'APFF
que c'est tous les représentants des consultants en RSE2 qui sont là. Revenu Québec est là, l'Agence du revenu du Canada est là. Alors, c'est sûr que l'année dernière, honnêtement, là, c'était une grosse surprise. On s'attendait pas à tous ces changements-là qui touchent à la RSE2 et puis au CDE. Alors, c'était comme très, très intéressant. Et puis, Benoît était à l'APFF la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, je pense, où il a reçu beaucoup de détails en lien avec le CDE surtout, et puis la RSE2 aussi, que c'est devenu un petit peu plus clair sur certains sujets, qu'est-ce que ça veut dire. Euh, Vite fait, c'était quoi le but de ces changements-là au départ? C'est surtout le ministère des Finances du Québec qui nous a présenté ça. En début, c'était de simplifier le régime actuel. 8 mesures fiscales ont été abolies. Il y a 6 crédits d'impôt aux entreprises, 4 crédits d'impôt à la R&D, crédit d'impôt pour le design, crédit d'impôt pour les services d'adaptation technologique, ils partent. Il y a les 2 congés d'impôt aux particuliers, ces chercheurs étrangers et experts étrangers qui partent aussi. La plupart de ces dépenses-là, ou de ces crédits-là, c'est pas qu'ils partent, mais ils ont été regroupés dans le nouveau CRIC. Alors, ça veut dire, en théorie, ces dépenses-là, sont, et puis restent encore admissibles dans le nouveau CRIC. Ici, on voit un petit peu, quand on regarde le cycle, quand on parle de recherche fondamentale et appliquée, développement expérimental, ça c'est comme, nous on l'appelle la R&D. Après ça, il y a la phase de pré-commercialisation, et puis il y a la commercialisation, ça c'est des phases qui sont soutenues par le Québec. Le CRIC, lui, il regroupe la R&D classique comme dans le passé, plus la pré-com. Je rentre pas dans le sujet de commercialisation. Il y a le DICI qui est quand même en vigueur depuis 2020 déjà. Par contre, c'est un crédit qui est extrêmement difficile. D'abord, pour des PME, notre clientèle, il y a personne qui se qualifie pour ça. Beaucoup de paperasse administrative, je dirais, pour recevoir un certain crédit, mais qui s'applique pas vraiment pour les PME. C'est pour ça que je perds pas le temps là-dessus. Les dépenses qui sont couvertes par le CRIC, c'est comme dans le passé les salaires, 50% du montant d'un contrat de sous-traitance, nouveau l'équipement. Et puis le taux d'aide, c'est 30% sur le premier million de dépenses admissibles au-delà du seuil. Je reviens sur le seuil plus tard. Et 20% sur les dépenses admissibles au-delà de la limite de 1 million. Alors, qu'est-ce qui est nouveau? Vite fait, là, on parle de pré-commercialisation. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas couvert par du soutien à partir du Québec dans le passé. On parle d'équipement. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau aussi. Alors, quand vous avez de l'équipement utilisé en RSE2, puis je reviens plus tard avec quelques détails là-dessus, ça peut être très intéressant de réclamer le crédit dessus. Puis surtout aussi le taux d'aide. C'est sûr que si vous êtes une PME et puis vous êtes déjà à 30%, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose qui change de haut niveau. Par contre, pour toutes les entreprises, par exemple, les entreprises étrangères, les entreprises publiques, des choses comme ça, il y a vraiment un gros changement. Ça veut dire, il y en a plus de distinction de taux basé, par exemple, sur le statut d'entreprise. C'est le même taux pour tout le monde qui est 30% sur le premier million de dépenses au-delà du seuil et 20% sur les dépenses admissibles au-delà de 1 million. Alors ça, c'est comme quand même un gros changement dans l'approche. Ici, si on regarde vite fait, qu'est-ce qui est nouveau? Comme j'ai dit, en image vaut peut-être plus est plus intéressant. Alors, on a l'ancien crédit d'RE2 qui est là, nouveau précom et puis nouveau équipement de dépenses en capital qui sont admissibles. Alors, sommaire des modifications de haut niveau, c'était quoi le but? Recoupement dans le CRIC des mesures auparavant disponibles en matière de R&D. Alors, on enlève tant de crédit, on fait un qui regroupe pas mal beaucoup de choses. Mise en place d'un régime plus concurrentiel prévoyant un taux de base plus élevé et un taux majoré plus accessible. Ça, c'est justement, comme je dis, si vous êtes un PME à 30% déjà, vous ne le voyez pas, mais pour toutes les entreprises, par exemple les grosses entreprises étrangères qui ont des filiales ici au Québec, eux, ils vont avoir beaucoup plus de crédits auparavant. Puis, c'est sûr aussi, le Québec avait un but. Ils sont
concurrence avec les autres provinces au Canada, par exemple. Ils avaient un petit peu perdu du millage contre l'Ontario, par exemple, qui avait des taux plus intéressants que le Québec dernièrement. Puis là, ils se reprennent. On est de retour numéro un dans le soutien des activités de R&D. Maximisation des investissements en R&D en rendant admissible au crédit d'impôt sur les dépenses en capital. Ça, c'est comme vraiment nouveau. Ça, c'est vrai. Reconnaissance de l'importance des dépenses de pré-commercialisation. Vous allez voir des détails plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire? L'idée de base en arrière, c'était que le Québec a soutenu la R&D toujours, mais un gros défi pour les entrepreneurs, c'est après ça de rendre le fruit de l'RD sur un marché. Alors là, le Québec veut soutenir cette phase-là aussi. Recentrage de l'aide fiscale sur des emplois à plus forte valeur ajoutée en intégrant un seuil d'exclusion modifié. C'est sûr que le soutien pour les plus hauts salaires, alors l'idée de base, c'est que le plus les salaires sont élevés, le plus le Québec va les soutenir, directement ou indirectement. Parce qu'on veut créer des postes où on veut attirer des postes à vraiment valeur ajoutée pour le Québec aussi. Ce qu'il faut comprendre ici, toujours, c'est sûr, quand on parle des crédits d'impôt, par exemple, c'est toujours super intéressant parce que, par exemple, pour la RSE2, on peut dire si j'ai un 100 000 de dépenses admissibles à la RSE2, ben, il y a 70% qui est payé par des crédits d'impôt, c'est super. Mais il faut quand même voir qu'en arrière, là, pour le gouvernement du Québec, par exemple, puis le fédéral, c'est la même chose. C'est sûr qu'eux, ils se reprennent après ça sur les salaires qui sont payés, sur les impôts, sur le salaire qui sont payés. Le crédit d'impôt lui-même est imposable. Alors, c'est sûr, quand on regarde du point de vue gouvernemental, c'est sûr que oui, je donne d'un côté, mais je reprends tout de suite. Alors, net, c'est pas que c'est comme un cadeau de 70%. Ça, c'est clair aussi. Alors, ils ont un intérêt, le plus que les salaires sont élevés, ben, le plus à la fin de la journée, ils vont recevoir des impôts là-dessus. Simplification du régime en abolissant les mesures moins performantes, ça vous l'avez vu. Il y en a qui sont plus là. Puis là, je l'ai mentionné, le fameux seuil. Ça, c'est un des changements que ça va être quand même un gros casse-tête, surtout pour le côté finance, fiscalité comme nous. Qu'avant, c'était quand même assez facile. Au Québec, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y avait toujours le premier 50 000 de dépenses admissibles au crédit qui était exclu du calcul. Alors, il fallait au moins avoir 50 000 ou plus au Québec de dépenses de RSE2 pour recevoir un crédit. Alors, le fameux 50 000, lui, il reste encore là. Il ne change pas. Par contre, on rajoute, c'est un ou l'autre. Soit il y a le minimum de 50 000 qui s'applique ou le calcul suivant. C'est un calcul qui est basé sur le nombre d'employés puis les salaires. Ça veut dire on prend le montant de personnel de base qui en 2026 est de 18 952. C'est la même chose pour tout le monde. On multiplie ce montant-là par le ratio de RSE2. Alors, si j'ai une personne qui travaille 50% en RSE2, ben, c'est le 18 000 fois 50%. Plus on rajoute le ratio en pré-commercialisation. Si j'ai quelqu'un qui est 50% en RSE2, plus 20%, je peux le qualifier pour la pré-com, ça va être 70% fois 18 000. Je fais ça pour tous les employés qui sont sur la liste qu'on réclame, qu'on retient pour la RSE2. Puis à la fin, ça va faire un total. Puis si ce total-là est au-delà du 50 000, ben, ça va être ce montant-là qui s'applique. Alors, c'est sûr que on a fait un calcul facile, là, comme pour vous, là, pour des entreprises avec moins que 5 000 heures de RSE2 à peu près, ça reste le 50 000. Puis aussitôt que je les passe, alors pour des entreprises quand même avec une forte équipe de R&D, 10 000, 20 000, 30 000 d'heures en RSE2, ben là, c'est sûr que ça fait un changement. Le seuil devient de plus en plus important. Ce qui est intéressant ici, c'est sûr qu'on voit que le Québec a introduit une mesure qui tient compte après ça de l'inflation indirectement. Alors, c'est le 50 000, il était comme coulé dans le béton. Puis là, maintenant, c'est comme basé sur le montant personnel de base, que lui, il change à tous les ans, et puis il monte à tous les ans. Ça veut dire que ce calcul-là va augmenter aussi d'une année à l'autre.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense, si vous avez moins que 55 000 heures de RSE2 dans l'entreprise, pas de changement, c'est le 50 000 qui s'ajuste, qui s'applique. Puis, si c'est au-delà de ça, ben, ça va être un nouveau seuil. Puis ici aussi, pour avoir une idée de quoi on parle, pour chaque tranche de 1000 heures, au-delà du 5000, on perd 2000 de crédit. Ça, c'est quelque chose que je pense, c'est quand même important qu'on peut mettre en relation de quoi on parle. Alors, si je dis j'ai 10 000 heures de RSE2, c'est 5000 au-delà de, alors 5000 fois 2000, ça fait 10 000 de crédit. Alors oui, c'est 10 000 de crédit de mois. En même temps, si j'ai 10 000 heures de RSE2, il y a quand même un gros montant de R&D que je peux réclamer. Alors, l'impact est peut-être pas si important de ce qu'on pensait au départ, qu'on lit ou on le sait pas. Alors, le seuil d'exclusion, ça devient, je pense, pour le côté techno. En RSE2, pas de sujet, mais pour tout le monde qui fait finance, fiscalité, juste les formulaires de Revenu Québec à remplir, il faut prévoir un petit peu plus de temps qu'auparavant. Ça, c'est clair. Détails sur les activités de précommercialisation. Alors, je laisse le mot à Benoît. Oui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Benoît Rémillard. Je suis coordonnateur financier chez Emergex depuis 2008. Je m'occupe des aspects financiers et fiscaux de RSCDE. J'ai 23 ans d'expérience dans l'industrie des TI et j'ai près de 150 réclamations en CDAE déposées depuis le début du programme en 2008. C'est moi qui est l'expert du CDAE chez Emergex. Donc, les activités de pré-commercialisation, ben, on va parler ici d'une activité qui vise les étapes qui précèdent la mise en marché d'un produit et qui est en lien avec un projet de RSCDE. Plus particulièrement, on va parler des essais, les validations technologiques et les études effectuées pour obtenir une certification ou une homologation obligatoire qui est nécessaire quand on veut entrer dans un marché particulier, et le design de produits dans la mesure où ces travaux constituent la continuité d'activités de R&D réalisées au Québec. Faire un petit peu attention ici, quand on parle de continuité, la continuité peut être avant le projet de R&D lui-même. Donc, ma partie design peut se faire avant que j'aie débuté ma RSCDE. Donc, quand on parle de certification initiale ou homologation initiale, elle doit être obligatoire pour satisfaire une exigence réglementaire découlant du projet de R&D qui est nécessaire à la mise en marché d'un produit. Par exemple, si je développe un médicament, ben, pour pouvoir le mettre en marché au Canada, il doit être approuvé par Santé Canada. Et là, je vais avoir nécessairement beaucoup de documentation à fournir, à préparer. Ça, ce sont tous des dépenses qui sont admissibles. Je vais avoir aussi des essais cliniques qui sont peut-être pas couverts dans la partie RSCDE, mais qui deviennent nécessaires pour obtenir l'homologation. Donc, ça, ce sont tous des activités qui sont admissibles. Euh, Ici, il faut vraiment que l'homologation soit absolument nécessaire. Ça ne peut pas être quelque chose qui est un nice to have ou quelque chose que mon client va dire, ben, un client fait un appel d'offres, puis je sais qu'il va privilégier quelqu'un qui a une certaine certification, même si cette certification n'est pas obligatoire pour le marché, ce n'est pas une activité admissible. Par Euh, exemple, SOX, quand on parle de SOX pour la sécurité. ouais, Mhm, en ce moment, je ne connais pas aucun logiciel où c'est obligatoire d'avoir une certification mhm. SOC 2 pour entrer dans un marché, mais peut-être que mon client, lui, il préfère quelqu'un qui est SOC 2. C'est pas nécessaire pour entrer dans le marché, donc ce n'est pas une activité admissible de pré-commercialisation. Ensuite, ben, on va parler de design de produit, qui consiste en une activité de création selon une démarche systématique et documentée qui consiste à déterminer les propriétés formelles, fonctionnelles et symboliques de produits fabriqués industriellement et qui est relié à un projet de R&D.
Ça ne comprend pas le design de logiciel ou de site web, le design graphique, le design propre à un particulier qui commande ce produit ou un design d'aménagement. Donc, quelques exemples d'activités de design, ben, ça va être l'évaluation comparative de pré-commercialisation, les analyses fonctionnelles et conceptuelles, le processus systématique et documenté d'analyse de risques technologiques, le développement de scénarios d'utilisation, l'évaluation de contraintes liées au fonctionnement ou à l'utilisation ergonomique du produit, les fiches techniques démontrant le choix de matériaux et procédés de fabrication, le développement de maquettes, design technique, schéma fonctionnel et modélisation 2D et 3D, la fabrication de tests et d'évaluation de prototypes, prototypage fonctionnel de produits technologiques et, comme on disait, la vérification de conformité à des réglementations. Il y a des nouveaux formulaires du côté de Revenu Québec pour documenter c'est quoi les activités de pré-commercialisation. Si on parle d'une homologation, ben, on va parler, il faut qu'on documente c'est quoi l'agence qui fait l'évaluation, sur quel marché. Ici, quand on parle d'homologation, ça peut être, on parle d'une homologation initiale pour un marché particulier. Donc, par exemple, mon médicament que j'ai fait valider par Santé Canada, si je veux maintenant le vendre aux États-Unis, il doit être approuvé par la FDA. Et à ce moment-là, il y a peut-être une nouvelle étape de pré-commercialisation avec des activités qui vont être admissibles et des dépenses admissibles. Aussi du côté de Revenu Québec, ils ont établi une équipe d'experts sectoriels pour être capable d'évaluer l'admissibilité des travaux de pré-commercialisation. Donc, ça, une des grosses questions qu'on avait depuis un an, ben, ça a été répondu là, à la PFF. Ils ont des experts qui vont être capables de vraiment déterminer si les activités sont admissibles et s'ils sont en lien avec un projet qui est approuvé par l'ARC. OK, c'est moi qui reprends. Conclusion et recommandations de tout ça. Les aspects positifs, selon nous, le taux de 30 au lieu de 14 pour toutes les entreprises, ça, c'est vraiment quelque chose de gros. La taille de l'entreprise n'a plus d'impact sur le taux de crédit. Avant, par exemple, il y avait certaines mesures qui faisaient que l'actif, par exemple, du groupe, il y avait un impact sur le taux, blablabla. Alors, tout ça n'existe plus. Incitatif considérable pour certains types d'entreprises, comme les grandes entreprises et puis les filiales étrangères. C'est eux qui en profitent beaucoup de ça, c'est clair. Nouvelles dépenses admissibles, frais d'acquisition d'équipement, dépenses à capital, dépenses relatives aux activités de pré-com. Puis ça, je sais pas là, ça c'est comme si c'est assez particulier. Nous, les gens de finance connaissent ça. Mais peut-être il n'y a pas que tout le monde qui connaît ce terme-là, la sous-sous-traitance. Ça veut dire que moi, comme entreprise, j'engage un sous-traitant pour faire de la recette pour moi, que lui, il utilise des sous-traitants pour travailler sur le projet aussi. Au Québec, c'était une dépense qui n'était pas admissible. Puis maintenant, ça va être admissible. Alors, ça, c'est par exemple le MITAC, je sais pas, c'est pour les membres qui connaissent ça, que je trouvais toujours que ça fait pas de sens. C'était vraiment purement administratif. Pourquoi c'était pas une dépense admissible? Ça, maintenant, c'est réglé. On peut les réclamer. Il faut plus regarder ça de proche. Les aspects négatifs. Moi, ce que je trouve vraiment dommage, honnêtement, là, c'est que pour les SPCC, alors les entreprises au Québec qui font beaucoup de R&D, ben, eux, ils sont affectés parce que la limite de dépense au gros taux de 30 s'arrête à 1 million. Avant, les SPCC avaient une limite de dépenses de 3 millions, qui était au gros taux. Puis là, maintenant, la tranche entre 1 million et 3 millions, ben, au lieu d'avoir le 30 on va avoir un 20 là-dessus. Puis c'est surtout, comme je dis, c'est des entreprises, des PME qui font beaucoup d'RSE2, qui vont payer un petit prix là-dessus.
Pour les SPCC avec des investissements en R&D considérables, le seuil d'exclusion n'est désormais plus plafonné. C'est le 50 000 que j'ai mentionné aussi. C'est sûr que, encore une fois, une entreprise avec une PME avec une grosse équipe ou une équipe quand même importante en R&D, le seuil d'exclusion va être beaucoup plus élevé que le 50 000 auparavant. Alors, ça, c'est aussi un effet négatif selon nous. Ça affecte surtout les PME SPCC en croissance et ou avec une grosse équipe en RSE2. Encore une fois, ça, c'est sûr que c'est exactement notre type d'entreprise, le type d'entreprise qui représente notre clientèle typique, qui vont être affectées par ces changements-là. Des entreprises avec des taux horaires moins élevés sont plus affectées que d'autres. Parce que le seuil d'exclusion se calcule sur des pourcentages en RSE2 puis pas sur les salaires. Alors, c'est sûr que je peux avoir deux entreprises exactement les mêmes heures de RSE2, mais une à un taux horaire de 30 de l'heure et puis l'autre de 70 de l'heure. C'est sûr que le 30 de l'heure va être affecté plus par le seuil d'exclusion que l'autre entreprise. Des entreprises qui donnent des contrats de recherche universitaire, moi j'en ai quelqu'un dans ma clientèle là. Avant, on avait un certain avantage parce que on recevait un crédit sur 80% des dépenses. Là maintenant, ils font plus de différence entre contrat régulier que je donne à une entreprise ou à une université. C'est traité de la même façon. Alors, on perd cet avantage-là du 80 versus 50 pour les contrats de recherche universitaire. Par contre, on n'a plus Euh, besoin d'aller chercher un certificat comme on le faisait avant, n'est-ce pas? Ça, c'était déjà aboli il y a quelques années. D'accord. Mais c'est pas grave, en tout cas. Oui, ça reste, les deux vont être traités de la même façon, exactement. Le dernier point, ça c'est pour peut-être des entreprises qui sont chez des incubateurs, que en théorie, ils se partagent. C'est comme une espèce d'esprit de partage. On se partage des investissements en dépensant capital et puis on utilise chacun selon nos besoins, ce qui est quand même très intéressant. Eux, ils peuvent pas profiter de ce crédit-là sur les dépenses de capital. L'autre chose, c'est sûr que mon collègue Benoît vient un petit peu d'avoir des nouvelles de Revenu Québec. Ça reste que pour moi, là, il y a toujours ce que Revenu Québec dit, et puis après ça, ce qu'on va voir sur le terrain. C'est sûr que ça reste quand même, là, ils créent des équipes spécialisées là-dedans qu'ils n'avaient pas auparavant. Ils doivent vérifier des sujets qu'ils n'ont jamais vérifiés auparavant et qui vont au-delà juste des aspects financiers, mais qui rentrent dans est-ce que j'ai une activité de précom, oui ou non, est-ce que c'est une suite d'un projet de RSE2, oui ou non, des choses comme ça, que j'ai bien hâte de voir comment ça va après ça se manifester sur le terrain. Alors, on peut aussi s'attendre que Revenu Québec va regarder des choses qu'ils n'ont pas vraiment regardées avant, analyse des feuilles de temps, et validation des activités de précom, vérification de factures et de contrats de sous-traitance en lien avec les précom, par exemple, vérification que les travaux constituent la continuité des activités de R&D, euh, qualification des vérificateurs de Revenu Québec. Là, on entend qu'ils ont créé des équipes, on va voir. J'ai quand même mes doutes là-dessus un petit peu. C'est sûr que aussi, pour moi, tout cela fait qu'il y a un risque d'alourdir le processus et allonger les délais de traitement de Revenu Québec. En théorie, en ce moment, le délai de traitement, c'est 180 jours de Revenu Québec qui s'engage pas mal là-dessus. Lorsqu'on a entendu à la PFF, leur but, c'est de respecter ce délai-là aussi. Alors, en théorie, ça doit rester là, ces 80 jours. On verra bien. Moi, je pense, de nos côtés, on doit prévoir quand même plus d'heures à mettre sur des vérifications avec Revenu Québec sur ces sujets-là. Nos recommandations, c'est centres de formation avec les ressources potentiellement impliquées dans des activités de précom, quelque chose qui n'était pas admissible avant. Maintenant, il faut ouvrir un petit peu l'œil sur ces activités-là pour voir, OK, est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait se qualifier dans mon entreprise? Analyse des feuilles de temps pour identifier tôt les tâches d'activités de précom qui pourraient s'avérer admissibles. Comme je dis, c'est toujours bon à l'avance de savoir si jamais on fait une demande de précom, ce serait quoi les catégories dans les feuilles de temps qui pourraient être admissibles, qui l'étaient pas auparavant. Documenter que les tâches actives de précom constituent de la continuité d'activité de R&D.
C'est sûr que Revenu Québec en vérification, ils veulent des réponses à cette question-là. Puis même dans les formulaires, déjà, il faut avoir une explication pour ça. Regrouper les activités de R&D sur les ressources avec des taux horaires les plus élevés. C'est sûr que il y a peut-être pas beaucoup d'entreprises qui peuvent faire ça, mais si jamais, par exemple, on a le choix de créer une équipe d'R&D avec des taux horaires élevés versus de déléguer la R&D sur plein de personnes avec des taux horaires différents. Si j'ai le choix de faire, c'est sûr que je mets la R&D sur les ressources les plus chères, disons comme ça, parce que je vais recevoir le plus de crédits sur ce type de ressources-là aussi. Achat versus location d'équipement, c'est sûr qu'à voir aussi dans les investissements dans le futur, qu'est-ce qui pourrait se qualifier pour le crédit de R&D en tenant compte que maintenant les achats d'équipements ou les dépenses capitales sont admissibles au Québec. Alors, est-ce que les objectifs sont atteints ou vont être atteints? Simplifier le régime actuel, je pense qu'on peut dire oui avec ce qu'on entend, clairement. Inciter les entreprises à innover davantage, by the way, c'est des objectifs que le ministère des Finances du Québec s'est donné quand ils ont annoncé tous ces changements-là. Alors, pour le deuxième, on verra dans le futur, est-ce qu'il va y avoir plus d'investissement en R&D, oui ou non? Alors, ça reste à voir. Favoriser la commercialisation des innovations, je dirais oui, mais je pense, pour être honnête, au départ, quand j'ai entendu Précom, je m'attendais peut-être à des activités, une amnistie plus large que ça. C'est sûr que quand on parle de j'ai besoin d'une homologation, c'est quand même très restreint. Il faut prouver qu'elle est vraiment nécessaire pour un marché. Puis quand on parle d'activités de précom pour des entreprises en logiciel, par exemple, ça a quand même fondu pas mal. Le potentiel a fondu pas mal. Finalement, ce qui est arrivé, je pense, on a juste remplacé le crédit design pour inclure là-dedans sans ouvrir un petit peu la porte pour des entreprises, par exemple, dans le domaine logiciel. Mieux soutenir le secteur intensif en capital, oui, parce que c'est une nouvelle dépense qui est admissible. Soutenir les emplois à plus haute valeur ajoutée, ben ça, c'est un beau message marketing, mais finalement, quand on regarde les détails, c'est pas qu'on les soutient plus, c'est qu'on les pénalise moins que les emplois un petit peu à des taux horaires moindres. Alors, je dirais c'est pour ça que je le mets en jaune. Avantageux pour les grandes entreprises filiales étrangères, je l'ai déjà mentionné, mais défavorable pour des PME québécoises avec des investissements considérables en R&D. Alors, eux, ils vont perdre un petit peu de soutien du provincial sur point de vue crédit. Ça, c'était pour le Québec. Le changement dans le budget fédéral, il y a aussi des changements côté fédéral que je vais passer à travers. Là, c'est un petit peu l'historique. C'est sûr qu'avec les retards dans les budgets, avec les élections et tout ça, là, ça fait qu'il y avait une année qu'on avait... il y a des choses qui ont été annoncées, mais après ça, pas réalisées à cause des élections, des choses comme ça. Mais en tout cas, ça, c'est des choses qu'on sait depuis très longtemps que ça va venir. Rehausser la limite de dépenses annuelles des sociétés privées sous contrôle canadien, que avant c'était à 3 millions. Alors, j'avais comme le premier 3 millions, que je recevais le gros taux de 35 dessus, que là, maintenant, ça monte à 6 millions. Alors, tout ce que j'ai dit tantôt, des entreprises avec une forte équipe de R&D qui ont beaucoup de dépenses en RSE2, ils sont pénalisés un petit peu côté provincial. Par contre, si je dépasse les 3 millions, ben, j'ai un avantage au fédéral. Alors, ça, c'est aussi toujours drôle quand je regarde un petit peu les changements ou les mesures. On peut pas dire le fédéral et le provincial ont les mêmes priorités. C'est ça, il y en a un qui enlève des crédits pour un certain type d'entreprise, puis l'autre donne plus. Alors, c'est sûr que là, ça dépend un petit peu, vous êtes dans quelle catégorie. Si vous avez des dépenses au-delà de 3 millions, vous allez un petit peu profiter du fédéral, ça c'est clair. Quand même intéressant. Élargir aux sociétés publiques canadiennes admissibles, le crédit d'impôt majoré remboursable, les sociétés publiques canadiennes, dans le passé, ils étaient au petit taux, maintenant au gros taux de 35 rend de nouveau admissible les dépenses en capital, très drôle. Ils l'ont enlevé en 2014 parce que dans le passé, comme nous, on connaît ça
parce que c'était admissible, ça fait très longtemps, plus que 10 ans. Là, ils l'avaient enlevé en 2014 parce que c'était comme trop compliqué de gérer tout ça, une dépense capitale avec une vie utile de quelques années, papa. Et puis là, ils reviennent avec ça. C'est sûr que ce qui est intéressant là-dessus, c'est que, soudainement, les dépenses en capital sont admissibles à un crédit au provincial et puis au fédéral. Alors, pour des entreprises qui ont des dépenses en capital, quand même, pour des travaux de RSE2, ça peut devenir très, très intéressant, ce crédit-là, si on a, ouais, pour les dépenses capitales, ça c'est clair. Augmentation de la fourchette de réduction progressive. Dans le passé aussi, pour notre type de clientèle, ça ne s'appliquait pas souvent. Mais en théorie, même comme SPCC, je joue au gros taux. J'ai mon premier 3 millions, maintenant le nouveau 6 millions au gros taux. Puis quand mon capital imposable dépasse 10 millions, ce qui est comme très rare dans ce que je vois, ben là, le 6 millions commence à diminuer un petit peu. Alors, je le mentionne ici, encore un petit peu, il voit ça un petit peu plus large, il va y avoir plus de dépenses qui sont ici pour un certain type d'entreprise. Est-ce que vous êtes là-dedans? Ça me surprendrait, mais on ne sait jamais. Je le mentionne ici, comme ça vous êtes au moins au courant de cet aspect-là aussi. Puis c'est aussi une chose qui est favorable aux entreprises, avoir plus de crédit en arrière au complet. À nouveau, pour les sociétés publiques canadiennes admissibles, ça c'était vraiment quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant et puis qui s'applique vraiment à ce type-là. Là, c'est pas le capital imposable qui va faire diminuer le seuil de dépenses, mais c'est le revenu brut. OK? Euh, du groupe qu'il faut tenir compte dans les calculs, mais ici aussi, c'est quand même, on parle d'une entreprise d'une certaine taille là, qui va être affectée par ça. Les SPCC, eux, ils peuvent choisir. Avant, c'était toujours le capital imposable qui est appliqué ou qu'il fallait tenir compte de ça. Maintenant, les SPCC, ils peuvent faire un choix du capital imposable ou du revenu brut. Si un ou l'autre est plus avantageux pour eux, ils peuvent faire le choix de prendre naturellement lui qui est plus avantageux pour eux. Puis tout ça, là, c'est pour les exercices qui débutent après le 16 décembre 2024. Alors là, c'est sûr qu'on est full pin là-dedans. Avec ces changements-là, aussi côté provincial, c'est sûr que jusqu'à date, il n'y a pas encore beaucoup de cris qui ont été déposés ou pas en tout. Mais là, c'est sûr que dans les mois à venir, on va en déposer quand même beaucoup. En image, pour la réduction de la limite de dépenses que j'ai mentionné tantôt, le 6 millions, dépendamment du capital imposable, du revenu plus, ça diminue. C'est un calcul quand même assez facile. Ici, en image, qui explique un petit peu tout ça. Mais si jamais il y a des questions ou vous avez besoin de plus de détails, contactez-nous et puis on va vous expliquer ça plus en détail. Alors, le budget 2025, rétablir la visibilité des dépenses à capital. C'est sûr que c'est quand même, surtout au provincial, c'est pas encore, ils n'ont pas encore les mêmes critères faits au provincial. Je pense qu'il y a une tendance de s'aligner un sur l'autre dans le futur, mais en ce moment, c'est pas tout à fait les mêmes critères pour le fédéral et le provincial, mais de base, on peut retenir qu'une dépense à capital doit être destinée à être utilisée entièrement ou presque entièrement. Ça veut dire 90% ou plus de la durée de sa vie utile pour l'exécution des activités de RSE2. Alors, c'est sûr que ça limite un petit peu la possibilité de réclamer quelque chose. Les de base, j'achète quelque chose, un outil, une machine que je vais utiliser pour des travaux de RSE2 à 100% de sa durée de vie utile. Il y a quand même un threshold assez important pour se qualifier pour ça. Mais c'est sûr que des entreprises qui font qui ont un laboratoire, qui font beaucoup de RSE2 de base, ben, eux, ils vont profiter de ça, ça c'est clair. La totalité de la valeur consommée, prix neuf, revente usagée, doit être à la réalisation des travaux de RSE2. Même chose, c'est comme il faut vraiment l'utiliser à 100% de RSE2. Pour les SPCC, autour de crédit d'impôt de RSE2 demeure de 35%. Les crédits générés sur les dépenses au capital donneront droit à un remboursement partiel de 40%. Excusez-moi.
Oui, ça c'est le crédit au fédéral que je reçois sur les dépenses en capital. Il va y avoir 40% qui vont être remboursables. Alors, ça veut dire je reçois un chèque pour. Puis la différence, le 60%, c'est un crédit d'impôt non remboursable que je peux utiliser pour payer de l'impôt dû dans le passé ou dans le futur. Dépenses non admissibles comme dépenses en capital, ben, les biens non amortissables, dépenses pour des immeubles, exclusion du mobilier et du matériel de bureau, dépenses pour des biens en capital utilisés à l'extérieur du Canada, c'est clair, biens au capital qui avaient été utilisés ou loués avant d'être acquis, alors ça veut dire il faut que ce soit du matériel neuf que je peux pour avoir un crédit là-dessus. Euh, Après ça, il y a quelques changements, je pense que je les mentionne vite fait ici, qui étaient communiqués par l'ARC, mais dans la vraie vie, ça ne nous affecte pas vraiment dans les calculs. Ils mettent en œuvre un processus facultatif de pré-approbation des demandes. Alors, en théorie, je peux soumettre ma demande à l'ARC à l'avance et puis ils vont la valider, puis l'approuver ou refuser. Puis après ça, le délai de traitement va être plus rapide. C'est sûr que je dis ça dans la réalité, là, pour les PME là, ou les entreprises régulières, il n'y a aucun intérêt de le faire. Parce qu'en théorie, je peux juste perdre, pas vraiment gagner, parce que c'est comme une vérification assurée versus si je demande, si je dépose ma demande. Oui, il y a un risque de vérification, mais il est juste là si mon dossier est vérifié, qui est pour une entreprise qui réclame depuis des années, par exemple, la résidus est quand même assez faible. Alors, pas à gagner beaucoup, mais ça s'adresse peut-être à des grosses entreprises qui ont des équipes de R&D énormes que eux, ils peuvent un petit peu gagner du temps avec ça. Mais juste le principe, je pense, la plupart de notre clientèle fait du développement expérimental. Alors, au départ de l'année, ils sont pas à 100%, ils savent même pas encore ça va être quoi la résidus à la fin de l'année, versus une grosse entreprise avec une équipe de R&D pour de vrai, que c'est beaucoup plus structuré et puis planifier la R&D dans leur entreprise. Après ça, accroître l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'administration du programme. Alors, l'ARC nous dit, euh, utilisez pas l'intelligence artificielle pour préparer votre demande. Par contre, nous, on va l'utiliser pour, dans la gestion du risque, pour identifier des dossiers à fort risque qu'on va les vérifier. Rationaliser le processus d'examen en éliminant les étapes inutiles, blabla. Ces mesures entreront en vigueur à compter du 1er avril 2026. Alors, tout cela, je le mentionne ici parce que c'était annoncé. Est-ce que ça nous affecte, vous et nous, vraiment? Non, pas vraiment. Je ne penserais pas. Ça, c'était tout pour moi. Benoît? Oui. Donc, concernant le crédit de CDAE intégrant l'intelligence artificielle, je vais passer quand même assez rapidement, étant donné qu'on a exploré le crédit assez en profondeur la semaine dernière et pas mal tout le monde était là la semaine dernière. Si vous avez des questions au-delà de ça, on peut toujours discuter en privé. Donc, rapidement, donc, le programme de CDAE, c'est un incitatif fiscal du gouvernement du Québec, qui est un crédit d'impôt sur les salaires bruts des employés éligibles. Les taux sont en évolution en ce moment pour éventuellement s'établir à 20% remboursable, 10% non remboursable en 2028. La partie non remboursable est transférable jusqu'à 20 ans dans le futur, mais utilisable seulement dans un exercice admissible au CDAE. Il y a une petite exception qui a été rajoutée dans le dernier budget. Les crédits d'impôt non remboursables qui ont été accumulés dans l'ancien programme de CDAE, donc avant les exercices, jusqu'aux exercices qui se terminent en 2020. Les exercices qui se terminent en fait, non, les exercices qui ont débuté avant le 1er janvier 2026, ces crédits-là non remboursables qui ont été accumulés vont pouvoir être utilisés dans le futur, même si l'entreprise ne serait plus admissible au CDAE. À partir de 2025, on élimine le plafond salarial qui existait auparavant, mais on n'aura au droit à aucun crédit sur la partie du salaire couverte par le montant de base personnel. Donc, comme on a vu avec Eric, environ 18 600 indexés chaque année.
ce qui nous donne une émission du crédit d'environ 5 580 par employé en 2025. Petite note concernant le montant de base personnelle. Si pour un employé, on réclame plus d'un crédit d'impôt qui sont assujettis à une déduction du montant de base personnelle, ce montant de base personnelle va être distribué sur les différents crédits. Donc, par exemple, si j'ai un employé qui est admissible à la fois au CRIC et au CDAE, et disons que je réclame mon employé à 30% en CRIC, R&D CRIC, à ce moment-là, mon seuil de déduction, ma déduction au CDAE, ben, elle va juste être de 70% du 18 600 à l'exception d'une situation où en CRIC, je n'atteins pas le 50 000. Si ma déduction au CRIC, c'est la déduction de base de 50 000 parce que je n'ai pas assez de seuil, à ce moment-là, au niveau du CAE, je vais devoir déduire mon seuil de base personnel au complet. Ça exclut les salaires qui sont liés aux travaux effectués pour une entité du gouvernement du Québec. Donc, le gouvernement ne veut pas donner, subventionner essentiellement 2 fois le même salaire. À partir de 2026, on va réorienter notre crédit de CDAE vers les activités de CDAE qui intègrent l'intelligence artificielle. Dans cette optique-là, on va réduire l'aide fiscale pour les sociétés qui font de l'impartition intercompagnie. Donc, si on parle de sociétés dont au moins 50% des revenus sont relatifs à des services fournis, soit un bénéficiaire, à la fois un bénéficiaire avec un lien de dépendance qui est à l'extérieur du Québec. Par exemple, une firme française décide d'avoir un centre de développement au Québec et c'est l'entreprise au Québec qui développe, qui fait des services pour la société mère qui est en France. À ce moment-là, le crédit dans une situation comme ça va être réduit de 50%. Donc, on va juste avoir la moitié du crédit. Également, les activités du quotidien 51-821, qui est l'hébergement de données et services connexes, devient maintenant admissible au test du 50% au lieu du test de 75% comme c'était avant. Donc, on se rappelle qu'en CDA, on a 2 tests de revenus pour l'entreprise. Il y a le test de 75% qui contient une liste d'environ 9 quotients et il faut avoir 75% de nos revenus au moins dans ces quotients-là. Et en plus, on a un test plus restreint où on doit avoir 50% de nos revenus dans une liste de 4 quotients différents. Maintenant, dans ce test de 50%-là, on va ajouter les activités du 51-8-21. Donc, étant donné qu'en IA, on va peut-être avoir beaucoup de revenus qui vont être, par exemple, où une compagnie va facturer l'utilisation de tokens d'IA. À ce moment-là, ces revenus-là vont être admissibles aux tests plus difficiles. Et ceci, ce sont pour les exercices qui débutent à partir du 31 décembre 2025. Donc, je ne lirai pas toute la définition de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on a tous une bonne idée de c'est quoi. Ce qui est important, c'est que maintenant, à partir de 2026, les activités d'affaires électroniques admissibles devront intégrer l'IA de façon significative. C'est-à-dire que ça doit apporter un changement substantiel ou améliorer de façon considérable les performances, l'efficacité ou les capacités des systèmes, soit par l'amélioration de l'automatisation, une personnalisation plus poussée, une optimisation des processus existants, etc. Comme j'ai mentionné la semaine dernière, Investissement Québec se sont dotés d'un guide d'évaluation sur les différents critères qui vont être utilisés pour déterminer si on est en présence d'IA significative. Pour ceux qui n'étaient peut-être pas là la semaine dernière, vous pouvez nous contacter pour qu'on en discute un petit peu plus en détail. C'est le projet ou le produit qui va intégrer l'intelligence artificielle de façon significative. Donc, un employé particulier n'a pas effectué des tâches
en IA directement pourrait être admissible. C'est-à-dire que si mon produit est lié de façon significative, ben, d'autres employés par exemple des testeurs, des développeurs front-end, des choses comme ça, vont être admissibles s'ils travaillent sur ce projet en particulier. Également, à partir de 2026, on élimine les activités d'entretien et d'évolution des activités admissibles. Donc, ici, on va parler de maintenance et gestion continue des systèmes existants, correction des anomalies, surveillance et mise à jour, assurer la disponibilité, performance, sécurité des systèmes, surveillance de performance, etc. Installation de mise à jour de sécurité. Donc, tout ce qui était ce qu'on peut catégoriser comme du support de deuxième ou troisième niveau, ce n'est plus admissible. Et également, on va dire que l'évolution admissible, si c'est suffisamment important pour être considéré comme du développement. Donc, et là, aussi, ils ont fourni une grille. Donc, si c'est par exemple, je développe un nouveau module sur un produit, ça va être admissible. Par contre, si c'est juste un petit ajustement dans le code pour régler un bug qui est récurrent, ça ne l'est pas. Est-ce que vos clients ou votre entreprise sont inquiets pour leur CDAE? Bon, vos clients, c'est si vous êtes une firme comptable, par exemple. En fait, ils devraient l'être, puisque c'est pas évident du tout, cette qualification-là. Dans l'éventail de nos clients qui est admissible au CDAE, au départ, 100% de nos clients, ça allait être réjecté en dehors du programme. Et ce qu'on a fait, ça a été de regarder dans leur projet qu'est-ce qui pouvait se qualifier ou comment un projet pouvait s'être réorienté pour intégrer l'intelligence artificielle. Et pour nous aider, c'est là que nos PhD, on a 5 PhD dans l'équipe d'Emergex, dans le secteur industriel et dans le secteur de l'informatique, mais il y en a 3 qui s'adonnent à fait leur thèse de doctorat sur l'intelligence artificielle. Nos 3 PhD sont en mesure d'analyser les entreprises et leurs projets non admissibles, de détecter un potentiel caché dans ces projets-là. Donc, un projet qui traiterait une grande quantité de données, ça peut être intéressant de dire, écoute, il y a peut-être un potentiel d'intégrer de l'IA. Ce n'était pas prévu au départ, mais ça peut être le moment de le faire pour améliorer le produit, d'une part, mais aussi pour aller chercher le crédit d'impôt. Et donc, on peut proposer des technologies de pointe, puisque nos PhD sont en mesure de recommander une technologie ou une autre. Est-ce que parmi les différentes façons de faire de l'intelligence artificielle, laquelle sera appropriée pour un projet ou un autre? Et un peu ainsi les requalifier, ces projets-là, et les entreprises au CDAE-IA. Alors, si vous voulez qu'un de nos PhD vous assiste, votre entreprise ou vos clients, on peut faire cette évaluation-là sans frais. Et pour faire ça, on a notre conseiller technologique et directeur technologique, Kumi Sudoke, donc qui est PhD en IA cognitive, avec 20 ans d'expérience en TI, 11 ans dans la RSCDE, et qui chapeaute une équipe de 8 consultants technologiques chez nous qui sont dans le secteur des TI et de diverses industries, que ce soit les sciences de la vie, le manufacturier et partout où il y a finalement de la R&D. Je passe tout de suite à la section qui touche aux subventions et on a notre coordonnateur financier, Victor Allard. Victor Allard qui est chef d'équipe pour cette partie-là de notre activité. Donc, il y a une formation dans le secteur de la finance et de l'économie avec un MBA. Et il a 3 ans chez nous d'expérience dans les crédits d'impôt et les subventions. Pour les subventions, il faut voir que le gouvernement veut encourager certains secteurs d'activité et il y en a les grands secteurs. Ça a toujours été la création d'emplois historiquement que le gouvernement voulait encourager en finançant des salaires, des stages et de la formation et des techniques au niveau de la gestion. Donc, le côté gestion des ressources humaines, Emploi Québec est généreuse dans son accompagnement avec des consultants pour aider à la gestion des ressources humaines, sachant que si on peut optimiser la productivité des employés, chaque dollar de salaire va générer plus pour l'économie.
Maintenant, ce qu'on voit, je vais le parcourir dans un autre élément, c'est que la création d'emplois, c'est plus toujours maintenant une priorité, puis des fois, c'est le contraire. On veut encourager le remplacement d'emplois. Et je vais y arriver dans une ou deux lignes. L'exportation a toujours été encouragée aussi, la partie marketing, les ventes, puis l'expansion à l'international. Et ce qui est particulier maintenant, c'est qu'on ne finance plus l'aide à l'exportation aux États-Unis, mais on finance l'aide à l'exportation dans d'autres pays. Donc, ça reflète ici que les politiques de subvention sont alignées avec les orientations politiques, puisque si vous suivez Marc Carney, il est très actif en termes d'ouverture de marché étranger. Et puis, on veut encourager les entreprises à appuyer cette politique-là. L'innovation, ça a toujours été aussi encouragé, des projets de technologie. Et maintenant, l'intelligence artificielle, il y a de multiples programmes à travers différents niveaux de gouvernement où l'intelligence artificielle est encouragée. Et donc, ça prend une certaine connaissance des subventions pour savoir qu'est-ce qui est approprié. La transformation numérique, ça, c'est relativement nouveau puisque c'est venu plus avec la pandémie et avec la difficulté de trouver des ressources humaines. Donc, c'est là que je dis au niveau du numéro 1. Le numéro 4 a un objectif inverse, c'est d'automatiser et d'augmenter la productivité pour qu'avec les mêmes ressources ou les mêmes employés, on fasse plus. Et donc, on a aussi un peu moins besoin d'employés. Donc, ça, c'était pour aligner le marché de l'emploi avec la disponibilité de candidats. Un exemple de ça, c'est un de nos clients était une boulangerie et en achetant un four industriel, ils étaient en mesure de sauver des emplois. Et ça, c'était directement subventionné par le MAPAC, donc le ministère de l'Agriculture du Québec, qui avait des programmes qui avaient le remplacement d'employés par de la machinerie ou des technologies. C'était un choix conscient. Donc, ça allait à l'encontre de la création d'emplois bruts, là, qui était depuis des décennies toujours la priorité de nos gouvernements. Et en fait, les immobilisations aussi. Donc, les investissements en machinerie, en équipement, c'est quelque chose qui peut être subventionné. Et puis, un des programmes faciles, c'est Immigrants investisseurs, qui, malgré son titre, c'est 10 ou 15 de gros investissements qui peuvent être subventionnés. Donc, si on est pour investir 2 millions sur une usine, pourquoi pas aller chercher 200 000 ou 300 000? Ça fait pas mal. Sur la façon d'appréhender les subventions, si d'un côté, les crédits d'impôt sont garantis quand les dépenses sont admissibles, mais dans le cas des subventions, elles sont sujettes à des budgets limités. Il y a une forte concurrence. Donc, quand on ouvre un programme comme le PFCE, qui est le programme d'aide à l'exportation au Québec, on ouvre le programme l'année passée, en 2025, et nous, on a lancé une série de demandes pour nos clients, et en 14 jours seulement, le programme s'est fermé parce qu'il y avait trop de demandes et le gouvernement savait que, mon Dieu, on n'aurait jamais les budgets pour répondre à toutes les demandes. Et donc, c'est là que c'est une préoccupation qui n'arrivera jamais dans les crédits d'impôt où, tant que vous êtes qualifié, vous recevez l'argent. Et le budget, il est flexible, il est élastique pour ça. Le taux d'acceptation des subventions peut être inférieur à 50 ou 25 parce que la demande dépasse souvent les fonds disponibles. Tout le monde veut l'argent gratuit. Puis les budgets de subvention, ce n'est pas comme un programme comme la RSCDE qui est 4 milliards au fédéral, puis 5 milliards dans l'ensemble des provinces au total. Ce n'est pas la même chose. C'est souvent des budgets de quelques millions seulement. Donc, il faut d'abord engager les dépenses, puis demander le remboursement. C'est-à-dire que j'entends des entreprises, des fois, qui viennent nous voir et qui nous disent « Bon, je vais passer ma commande. Là. Moi, j'ai un projet, là, j'ai besoin de 300 000 là, pour investir, pour pouvoir développer ma technologie, engager du monde. Pouvez-vous m'obtenir les 300 000 en premier? » Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. On peut demander la subvention généralement d'avance, mais quand c'est le temps de recevoir l'argent, il faut faire la démonstration qu'on a fait les dépenses de salaire et qu'on sorte les factures et les devis et tout ça.
parmi les éléments de risque et ce qui affecte les taux de succès, il y a des critères d'admissibilité qui sont évolutifs. Donc, dans le cas du PSCE, une année, le programme était ouvert à tous les marchés. Et l'année suivante, ils ont complètement changé le système où là, c'était par région. Donc, la première période d'ouverture du PSCE, c'était pour ceux qui voulaient exporter en dehors du Québec au Canada. Et puis après ça, les périodes suivantes, ça aurait été l'Europe, les périodes suivantes, ça aurait été l'Asie, etc. Et ça, il y a le côté discrétionnaire. Les fonctionnaires vont évaluer des projets et considérer que certains projets sont meilleurs que d'autres. Ils vont les choisir. Même si tous les projets se qualifient, en principe, aux règles, c'est les meilleurs projets qui risquent d'être retenus ou moins intéressants ou moins intelligents de la part de l'administration des programmes. Des fois, c'est les premiers qui demandent. Et une fois que les demandes ont été acceptées puis il n'y a plus de budget, on dit ton projet, qu'il soit bon ou pas, qu'il se qualifie ou pas, peu importe, il n'y a plus d'argent. Période d'ouverture aléatoire et courte, l'exemple que j'ai donné, 14 jours. Certains programmes ne publient pas leurs critères en détail. Et donc, on peut aller voir sur le site, puis on ne sait pas comment on se qualifie, qu'est-ce qu'on fait. On a une idée très, très générale. Il faut faire une demande. Et une fois qu'on est pré-accepté, là, tout d'un coup, on nous ouvre accès à un portail où là, il y a de l'information plus détaillée qu'on peut remplir. Donc ça, on voit ça de plus en plus souvent. Nos recommandations, c'est qu'il est important de se prendre tôt, de choisir les bonnes opportunités, de bien préparer ses demandes. Je vois des fois des demandes qui ne sont pas assez détaillées. Il n'y a pas assez de soumissions de fournisseurs ou de consultants qui sont incluses. Et ça, c'est des raisons de refus. Même chose au niveau de la présentation d'état financier. Si on demande d'avoir une mission d'examen ou une mission de compilation, on ne peut pas se permettre de prendre une chance parce que ça va devenir une façon trop facile pour un fonctionnaire de rejeter une demande quand il y en a trop que de dire il y a un critère qui n'est pas exactement rempli, pouf, j'éjecte l'entreprise de la liste d'attente pour la subvention. Le projet est clé. On recommande de ne pas chercher une subvention d'abord, puis ensuite d'essayer d'adapter son projet, mais plutôt au contraire de définir votre projet, puis d'aller à la recherche des subventions les mieux adaptées. Les subventions sont accordées sur la base de projets solides, bien définis et très détaillés. C'est un peu ce que je disais dans les dernières diapos. Donc, analysez votre projet, sa technologie, les coûts et le calendrier de déploiement pour identifier les meilleures opportunités. Là, il y a un enjeu, c'est le timing, puisque les subventions ouvrent et ferment, puis des fois, on ne sait pas d'avance, on ne sait pas même le programme va ouvrir dans l'année. Et ça, c'est un enjeu pour un projet. Si votre projet attend pour la subvention, vous retardez le déploiement et l'avancement de votre entreprise à cause d'une subvention. Alors, c'est important de surveiller les calendriers. Je pensais que j'avais un autre commentaire à dire là-dessus, mais je pense que c'est essentiellement tout, puisqu'on arrive à la diapo de conclusion. On vous invite donc à nous contacter ou rester en contact avec nous à travers ces différents moyens.